bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée. Mais il faut dire que l'auteur qu'on reçoit ce soir a écrit un premier roman qui m'a laissé sans voix. La preuve est là. Nous sommes ravis d'accueillir Pierre Vergely. Bonsoir Pierre. Bonsoir et merci de m'accueillir. Alors, il est en direct de Berlin, Pierre. Et il a écrit un merveilleux, un fabuleux, je ne sais pas comment le décrire, mais un premier roman qui est vraiment, qui est énorme pour moi, je trouve. Frédéric va en parler aussi. Il est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson le 19 août dernier pour la rentrée littéraire. Ce soir, donc, c'est Frédéric de Gelt qui va s'occuper de toi, Pierre, qui va t'interroger. Il y a aussi deux librairies partenaires. Il y a la librairie Doucet au Mans et la librairie de Paris à Saint-Étienne. Je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent écrire des questions pour toi et c'est moi qui vais les récupérer et je viendrai à l'issue de votre discussion te les poser. Je vous souhaite à tous les deux une belle rencontre. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Alors, je ne vais pas présenter Pierre, je vais directement vous lire. Cimetière du Montparnasse, allée des Sergents de La Rochelle. Je suis mort à l'âge de 63 ans, quand toi, mon fils, tu en avais 11. Tu as connu de moi l'essentiel, mais des événements de ma vie, pas grand-chose. Une poignée de souvenirs fragmentés qui ont survécu aux années, quelques récits que la mémoire familiale a conservés, une demi-douzaine d'anecdotes que je n'ai jamais pris la peine de noter. Et c'est à peu près tout. Pourtant, j'ai été un témoin de la grande histoire. Et maintenant, que reste-t-il ? Je n'ai pas écrit ce que j'ai vu. Je ne le regrette pas. Mais aujourd'hui, je te demande de le faire à ma place. C'est à toi que revient cette tâche. Mon histoire, tu la portes. C'est dans l'invisible que je te l'ai racontée. Ça, c'est le début du livre de Pierre qui fait parler son père. Alors, comment ça a commencé cette histoire ? Eh bien déjà, alors, pour commencer, la lecture que tu viens de faire correspond exactement à la voix intérieure que j'avais au moment où j'ai démarré la rédaction de ce texte. Et pour répondre à ta question, je peux dire que de toute façon, c'est évidemment une réflexion d'à peu près 35 ans entre le moment où mon père est parti, a quitté ce monde, et la naissance de ce livre. J'ai 47 ans aujourd'hui, donc voilà, il s'est écoulé à peu près 35 ans avant que je prenne la décision d'écrire ce livre, parce qu'en fait, j'ai jamais quitté mon père, et lui n'est jamais parti. Voilà, je suis évidemment son héritier, mais plus que ça, je lui ai toujours parlé. Il a toujours été là à mes côtés, il ne nous a jamais abandonnés. Et en fait, il me paraissait tout à fait normal, non pas de témoigner à travers ce livre de l'histoire qu'il a vécue. Cette histoire, évidemment, elle est présente dans le livre, mais il s'agissait de témoigner d'autre chose, justement de cette relation invisible permanente qui est la seule qui nous permet de rester en vie. Si nous ne comptons pas sur le monde qui nous entoure, le monde qui nous anime, et qu'on ne considère pas et qu'on ne se nourrit pas, en effet, de toute cette puissance. En fait, si j'étais resté le petit garçon adolescent, le petit garçon, pardon, orphelin, et que j'avais traversé mon adolescence dans cette espèce de tristesse, parce que j'ai pas eu d'enfance, moi je suis passé, en plus j'ai perdu mon frère quelques mois après la mort de mon père, donc ça a été une année absolument épouvantable qu'on a traversée toute ma famille, et avec toute ma famille. Je me dis, si j'étais resté comme ça, ce petit orphelin plaintif, abandonné, esseulé, j'aurais une vie absolument, enfin, d'une tristesse inouïe. Et mon père, en fait, cette espèce de relation comme ça qu'il a tissée, qu'il n'a jamais abandonnée avec moi, parce qu'il c'est pas parce qu'il est mort qu'il nous a abandonnés, bien au contraire. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a entrepris très très tôt. Quand à 17 ans, il s'est engagé à la résistance, il a lancé un signal et il a dit, voilà, la vie, ça se respecte, la vie, ça se défend. La vie, c'est évidemment une source absolue de liberté, est une conquête permanente de cette liberté. Et cette liberté, il faut savoir la chérir et la trouver dans ce qu'il y a de tout petit, mais évidemment dans ce qu'il y a d'énorme. Parce qu'en fait, de ce tout petit comme ça qu'on arrive à chercher, qu'on arrive comme ça parfois à sentir, il peut résulter des choses extraordinaires. Et c'est ça, voilà. Moi, ce livre, c'est ça. C'est juste le témoignage de l'amour absolu que je porte pour ce que mon père
a réussi à me donner, à me transmettre et ce pourquoi il a failli laisser sa vie, bien évidemment. Alors, l'histoire de ce livre, ça commence effectivement, ton père s'est engagé dans la résistance, il avait 17 ans, ce qui est très jeune, et l'histoire du livre commence au moment où il est arrêté, et ensuite on va suivre toute sa détention. Alors, il ne sait évidemment pas combien de temps ça va durer, il va même être condamné à mort, sans rien dévoiler, bien sûr, mais ce qui est très étonnant quand on lit le livre, c'est que on pourrait se dire comme ça que si on va lire un livre qui se passe exclusivement en détention avec des tortionnaires, des affreux et des conditions de détention absolument atroces, ça va être épouvantable. Et en fait, ce livre est complètement ahurissant parce que d'abord, ça ne se répète jamais, alors que à mesure qu'il change de prison, on pourrait se trouver dans une répétition des choses, mais la vie évolue. L'homme évolue, l'espoir évolue, et tout ce qui se passe autour de lui et ce qu'il arrive à glaner et ce qu'il arrive à trouver est absolument étonnant. Comment est-ce que tu as écrit cette histoire? Comment tu as fait des recherches historiques? Ça se sent. Comment tu as travaillé? Oui, alors effectivement, il y a eu plusieurs temps. Bon, d'abord, il a fallu. J'avais à ma disposition toute une relation épistolaire entre mon père qui avait écrit à peu près une dizaine de lettres. Donc voilà, il a fait 50 mois il a été déporté pendant 50 mois, emprisonné, déporté entre 41 et 45. Il avait dû à peu près écrire une dizaine de lettres à ses parents. Et en retour, ses parents ont dû lui écrire une quarantaine de lettres à peu près pendant toute cette période. Donc j'avais déjà cette base solide qui a constitué pour moi une trame, une chronologie. Naturellement, cette chronologie, pour moi, constituait déjà la première structure, la structure vraiment purement, qui était un petit peu celle d'un journal. Voilà. Est-ce qu'il décrivait vraiment ces conditions de détention? Parce que j'imagine que quand on écrit à ses parents, on veut les rassurer et tout ce que tu racontes, j'imagine que tu ne l'as pas trouvé dans les lettres. Ah, absolument pas. En fait, les lettres étaient même assez pauvres en informations, en dehors de quelques ressorts psychologiques et une certaine sensibilité que je pouvais trouver, ou en tout cas que je pouvais retrouver de mon père, voire de mon grand-père. Et j'ai surtout appris à connaître mes grands-parents. Non, les lettres étaient relativement pauvres en informations parce qu'elles étaient soumises à la censure, tout simplement. Donc, il se disait très, très peu de choses en dehors du fait que tout d'un coup, voilà, il était en bonne santé, il faisait un peu de culture physique, il évitait le contact avec d'autres prisonniers quand il en avait possibilité et qu'il souffrait un peu du froid, mais enfin, vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose sur le fond. Alors voilà, donc ça a été la première base, agrémentée de 7 ou 8 anecdotes que ma mère avait à sa disposition. Parce que, évidemment, comme tous ces hommes qui ont connu des périodes, enfin des épreuves comme ça aussi douloureuses, que ce soit des prisonniers, que ce soit des prisonniers de guerre, que ce soit des hommes qui ont fait la guerre, ils n'en parlent pas. Absolument pas. Ils n'en parlent jamais, ils ne reviennent jamais là-dessus, parce que dès qu'ils en parlent, ils y retournent. Et y retourner, pour eux, c'est renoncer à la part vitale qui leur a permis de tenir. Donc mon père a dit à ma mère, ils se sont rencontrés en 1963, il lui a dit, écoute, je vais t'en parler une fois, sois attentive, parce que je ne reviendrai plus jamais là-dessus. Et donc, il lui a raconté, je dis 7-8 histoires, peut-être une dizaine d'histoires, qui sont toutes présentes dans le livre. Donc voilà, ça c'est ta grand-mère qui te les a racontées ou c'est quelqu'un d'autre? Ma mère. Oui. Oui, et non, là, il s'agit de ma mère, et qui, bien sûr, me les a racontées parce que ça faisait partie vraiment, on va dire, presque du mythe familial, et ma mère a tellement aimé cet homme qu'elle elle n'a jamais pu complètement se faire à l'idée que tout d'un coup, ces histoires disparaîtraient comme ça, et qu'il fallait absolument que quelqu'un prenne le relais pour pouvoir les écrire, les noter, et ce que j'ai fait. Donc ça a été la deuxième base. Et ensuite, la troisième base, en effet, il a fallu que je recontextualise voilà, ces petits éléments, parce que là, mis bout à bout, ces éléments, j'ai 15-20 pages, j'avais 15 ou 20 pages de notes, à peine plus, je n'avais pas grand-chose à ma disposition. Là, il a fallu me constituer vraiment un contexte qui allait devenir ma matière vivante.
Et alors là, je suis parti dans un énorme travail de documentation pour ne Ça a pas duré combien de temps? à peu près un an, étalé sur une année à peu près. Et durant lequel j'ai pris beaucoup de notes, où là, j'ai d'abord objectivé le plus possible mon père, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai replacé dans les événements de la grande histoire, Mhm. en prenant toutes les notes le concernant, en essayant de l'intégrer dans ce qui m'intéressait, de tout ce que je pouvais glaner. Et donc, je l'ai objectivé en écrivant à la troisième personne, et je l'appelais Charles. Voilà, je ne l'appelais plus mon père, papa, Mhm. et il s'appelait Il. Et après, je suis parti dans le dur de l'écriture, où là, mon épouse m'a fait une suggestion absolument lumineuse, parce que j'ai commencé à lui suggérer quelques pages, comme ça, une soixantaine de pages, Il faut préciser que ton épouse est écrivain quand même. qui par ailleurs, voilà, elle est écrivain elle-même, et elle me dit, écoute, c'est formidable. Donc là, j'étais repassé à la première personne du singulier, et là, elle m'a dit, tu devrais l'écrire à la deuxième personne. Et je l'ai écrit à la deuxième personne du singulier, au tu, et qui a créé en fait une espèce d'écriture très dynamique, très nerveuse, qui m'a permis vraiment de scander et d'y aller avec une voix intérieure. Et, euh, et à l'issue de cette écriture, donc là, j'ai commencé à soumettre un peu mon manuscrit à droite à gauche autour de mes proches, hein, évidemment en priorité à mes frères et sœurs et ma mère. Et là, un de mes frères m'a dit un truc, il m'a dit, écoute, c'est formidable, mais c'est beaucoup trop dur. Il faut que tu reprennes de la distance, il faut remettre de la distance parce que le tu, on se le prend en pleine poire et on a l'impression parfois d'être en cellule avec lui. Parfois, on a l'impression de se prendre les coups. Alors, je rassure les lecteurs, les coups, il y a une séance de torture qui est décrite et j'y reviens plus. Et ne plus y revenir d'ailleurs, ce qui permet de répondre à aussi une de tes premières interrogations, c'est comment ne pas tomber dans cette répétition. Ça, c'était un enjeu majeur aussi. Euh, En fait, il fallait tout dire. Il fallait tout dire d'emblée. Et donc, ça s'étale sur 4 années, de 41 à 45. Et l'année 41 est la plus longue. Elle fait quasiment la moitié du roman. Et ensuite, 42 est 2 fois plus courte, 43 est encore 2 fois plus courte, 44 encore 2 fois plus courte, et 45 à peu près la même durée que 44. Et je me suis dit, dans la première année, il faut vivre les choses avec lui de l'intérieur. On découvre tout, le milieu Ouais. carcéral. Et une fois que tout ça est posé, là, après, je peux tirer le fil d'autres choses, d'autres thèmes qui sont plus philosophiques, qui sont plus personnels, plus intimes, parfois liés à des souvenirs. Mais dans la première découverte, il fallait absolument, absolument que je mette tout sur la découverte du monde carcéral, les sensations, les odeurs, les sens. Voilà. Pour moi, il fallait absolument jouer d'abord sur cette partie. Et une fois que c'est dit, on n'a plus besoin de revenir là-dessus. Et on Il peut faut dire commencer qu'on à passe raconter les pas, choses. on passe pas. En fait, on suit comme on suit le héros. On ne passe pas notre temps en prison. C'est-à-dire que tout ce qui le fait tenir, c'est tout ce qui va installer et qui appartient au fait d'être libre dans sa tête. Et ça, on ne l'enlèvera jamais. Et c'est tout cet imaginaire qu'il met en place. Alors, il faut préciser qu'il fait des dîners, il sort, il fait plein de choses à l'intérieur de sa tête et ça lui permet de tenir. Comment tu as relié, puisque finalement tu étais assez jeune quand il a disparu, comment tu as relié ça à l'imaginaire réel de ton père? C'est vrai que la question est compliquée parce que j'en sais rien. Est-ce que lui, il a raconté qu'il avait fait ça? Non, non. En tout cas, j'en ai pas eu connaissance, pas du tout. Mais ta question me permet de répondre en fait un petit peu autrement par une autre question que je me suis posée. En fait, pour moi, l'enjeu capital lorsqu'on a 17 ans, 18 ans, qu'on est privé de tout, finalement, voilà, qu'on met un pied en enfer, dans un enfer qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais imaginé, et puis que voilà, sa vie ne signifie plus rien. Je me suis dit, quelle est la question principale? Quelle est la question principale sur laquelle il faut tenir? C'est de se dire comment, en fait, c'est comment tenir dans cet enfer et ne pas désespérer, ne pas sombrer dans le désespoir. Ça, c'est une grande question
en fait, même que je crois que c'est une question majeure qu'on retrouve à peu près chez tous les grands mystiques, d'ailleurs. C'est « tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». C'est-à-dire que c'est une voix intérieure, et cette voix intérieure, il fallait la trouver. La trouver comment? En acceptant que tout d'un coup, tout s'effondre, tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on croyait connaître du monde s'effondre autour de nous, n'a plus aucune valeur. Mm. Et la seule valeur à laquelle on peut se rattacher, ça c'est mon raisonnement, moi j'imagine que c'est comme ça, c'est tout ce principe de résistance intérieure qu'il a mis en place. Il passe d'ailleurs par des moments de découragement. Il y a à la fois en fait une espèce de variation entre la légèreté de son âge et la tragédie qu'il est en train de vivre. Il y a tout le temps cet aller-retour. Et aussi le fait d'être en relation avec les autres. Il arrive à être quand même en relation avec les autres. Oui, un petit peu, soit en effet en trouvant des astuces pour communiquer à travers les murs des cellules, de temps en temps lors d'une petite promenade, un petit peu plus en Allemagne. En Allemagne, ils avaient tous un petit peu plus de relations les uns avec les autres parce qu'il y avait des promenades, il y avait des choses comme ça. Le rythme était un petit peu différent. Mais je crois que c'est ça, en fait, la question centrale, c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on commence à animer? C'est-à-dire, d'abord, il y a quelque chose qui meurt en nous. Et c'est ça, en fait, c'est d'accepter que quelque chose meurt en nous. C'est ça, la prison. La prison, c'est une usine, c'est l'usine de la mort. Mais la mort, on peut la prendre de deux manières. En effet, c'est la mort traumatique, la mort qui nous fait peur, celle même avec laquelle on nous fait peur aujourd'hui. Là, en ce moment, on est quand même très orienté vers ces peurs viscérales et légitimes. Hein, Mais après, on peut lui mettre un grand M et la ramener sur un plan supérieur qui est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a forcément quelque chose qui naît. Il y a Alors, forcément quelque chose qui naît. en plus, il faut quand même préciser qu'il est condamné à mort. Pendant combien de temps reste-t-il condamné à mort sans être exécuté finalement? Alors, il a été condamné, donc le procès a eu lieu il a été arrêté en mars 41 et avec voilà, le réseau, c'était un réseau de 17 personnes qui avaient tous entre donc 17 ans pour mon père qui était le plus jeune et 32 ans, je crois, pour le plus âgé de mémoire. Et sur ces 17 personnes, 7 ont été condamnées à mort. Ils ont tous été arrêtés après une dénonciation. 7 ont été condamnés à mort, 2 ont été exécutés immédiatement après la condamnation et un autre, malheureusement, est mort en déportation de différentes maladies et complètement affaibli. Et donc arrêté en mars 41 pour tout le réseau, mars-avril 41 et jugé en août 42. Août 41, pardon, je suis désolé. Et à partir de là, ils ont été, eh ben, ils étaient en sursis et ils ne savaient. Et ils ont donc malheureusement 2 ont été exécutés 3 mois après l'annonce de la condamnation. Et pour les 5 autres, bah, ils ont vécu un sursis Inexplicable. inexplicable où tous les jours ils se réveillaient en imaginant que c'était quand ils entendaient les pas des condamnés dans les couloirs. Ils s'imaginaient que c'était leur tour, que c'était la fin, que c'était terminé, et donc ils commençaient à Est-ce qu'en composer. écrivant ça, tu avais la conscience toujours, ou tu étais dans ton livre, ou est-ce que tu avais la conscience que bah, tu ne serais pas là, en fait, s'il avait été exécuté? Ah ben, évidemment. Mais ça, je l'ai depuis que je suis tout petit, en fait. J'avais cette conscience parce que mon père, malgré le silence, ces silences autour de son histoire et de son récit, ne pouvait, enfin, partager quand même avec nous déjà son intensité. C'était un homme qui avait une intensité absolument incroyable. Mm. Pour la petite anecdote, et ça, je sais que ça va te plaire, un grand mystique orthodoxe qui s'appelle le Père Sophronie, qui a été récemment canonisé, a eu l'occasion de le rencontrer au début des années 50 et a dit à la première épouse de mon père, qui elle-même était orthodoxe, il lui a dit cet homme a l'étoffe d'un saint, en parlant de mon père. Et, et moi, lorsque j'étais petit, je percevais en fait des signaux absolument
je sentais que mon père avait une personnalité totalement différente de tous les parents de mes camarades, déjà parce qu'il était plus âgé, mais aussi parce que c'était un homme qui vivait autrement, qui vivait sa vie, mais en étant inquiété par rien, rien ne l'inquiétait, rien ne lui faisait peur. Évidemment, C'est enfin, vrai qu'après ce qu'il avait vécu, euh, voilà. c'est Donc, vraiment mon père, ce héros, alors, hein. alors, ouais, mais alors, je n'irai pas jusqu'à là parce que je déteste ce terme de héros Bah oui, c'est ça. appliqué, C'est quoi un héros, alors? appliqué à ces hommes parce que malheureusement, la notion d'héroïsme, on la connaît, on sait qu'elle est tout le temps instrumentalisée et que, on adore se servir des héros du jour quand la veille encore, on les traitait de terroristes ou de francs-tireurs. Donc moi, ça va, quoi. Le héros, je me méfie. Mon père aurait détesté ça. D'ailleurs, même s'il a eu sa Légion d'honneur un peu tardivement, il l'avait toujours refusé. Et c'est vraiment parce qu'on a insisté qu'il y est allé et qu'à un moment, c'est quelqu'un qui refusait les honneurs, qui refusait absolument tout parce que ça ne l'intéressait pas. Et l'héroïsme, pour lui, c'était inenvisageable. Hein, D'ailleurs, c'est pas raconté comme ça, ce qui serait très désagréable à la limite, même s'il est marqué roman et on sait bien, vous portez le même nom, donc on sait que c'est ton père, c'est affirmé dès le début du livre. C'est plutôt raconté, finalement, ça décortique comment quelqu'un peut devenir un héros. D'abord, il ne sait pas combien de temps il va être incarcéré, il ne sait pas qu'il va s'en sortir. Donc, c'est à la fois plus terrible et plus facile. Il y a ces deux choses qui sont tout le temps là. Et cette façon de raconter, finalement, pose d'autres questions. Il y a un moment où on bascule dans sa compréhension de la loi aussi. oui, oui, tout à fait. Parce que c'est une question évidemment qui me taraude. C'est-à-dire que dans une situation aussi extrême, euh, en effet, que veut dire la loi? C'est-à-dire quand tout d'un coup on condamne des jeunes hommes de 18 ans, mais aussi, et tout aussi grave, parce qu'il faut quand même le savoir, parmi tous ces primo-résistants, là vraiment ces résistants de la première heure, parce que mon père s'est engagé dès juillet 40, enfin, ils sont Oui. une poignée. Dès l'appel, en fait. Oui, exactement, exactement. Dès la fin du mois de juin, juillet, il cherchait des moyens pour faire quelque chose et refuser cet ordre délirant qui commençait à se mettre en place. Et en fait, euh, alors, il y avait des jeunes hommes de 18 ans, mais aussi beaucoup, beaucoup de pères de famille et beaucoup d'hommes de 35, 40 ans. Et c'est tout aussi héroïque pour le coup. Pardon, je savonne sur ce mot que j'aime vraiment pas, mais ça reste quand même effectivement extrêmement valeureux de la part de tous ces hommes d'être là et de répondre présent. En effet, sur cet ordre. Parce que ça, c'est la question politique. Voilà. Là j'ai évoqué une question qui était d'ordre plus spirituel sur l'idée de tenir en enfer et ne pas désespérer. Mais il y a la question politique. C'est qu'est-ce qu'on fait et comment fait-on pour mettre en marche son corps et y aller vraiment et tout d'un coup accepter soit qu'on est un lâche, soit en effet, ou alors justement éprouver sa lâcheté face à quelque chose qui nous semble complètement inique, complètement. Au-delà de la lâcheté, il faudrait préciser quand même, pour ceux qui nous écoutent, que personne ne s'engageait. Il y avait très, très peu de gens dans la résistance au tout début. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'appel du 18 juin n'a pas été entendu, en tout cas pas le premier jour. Mhm. Il y avait très peu de résistants. Il y avait une acceptation d'une certaine partie de la population. Et même dans des endroits, on disait ah, ça va être bien, maintenant les Allemands sont là, ça va être organisé chez nous. Enfin, il y a des témoignages quand même qui replacent cette espèce de mythe des Français résistants, tous dans la résistance, qui est au goût du jour aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout le cas en 40. Non, non, bien évidemment, et c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. En fait, là, moi, je ramène cette question C'est pour ça que à, c'est intéressant, justement. bien sûr, et oui, oui, en effet, non, mais ce que je disais juste avant pouvait prêter à confusion. Et là, je me replace vraiment dans la peau de mon père en me projetant moi-même avec les questions que je me serais posées. Si, évidemment, en fait, la question
c'est pas est-ce que j'aurais été, si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais résisté? Et si j'étais né à cette époque, qu'est-ce que j'aurais fait? Pour moi, c'est une fausse question, c'est une question rhétorique. Mm. Elle a aucune valeur, cette question. Entre nous, pour moi, elle n'a aucune valeur. On sait très très bien où on doit être au moment où les événements nous font face. Moi, je peux très très bien dire où j'aurais été à ce moment-là. Et ça, pourquoi? Parce que mon père était comme ça aussi. C'est un homme qui dit non, à un moment, il faut savoir se tenir. À un moment, il faut savoir reconnaître la folie, l'absurdité, la violence. J'aime pas trop ce terme de violence, parce qu'il est parfois il y a des violences positives aussi. Donc, il faut absolument, absolument pour moi, il faut jamais s'arrêter de réfléchir. Et ça a été l'enjeu. Je me suis dit, voilà, j'aurais eu donc du temps comme mon père en a eu en cellule. Il avait 18 ans, il adorait la philosophie. Je crois qu'il aurait adoré faire de la philosophie s'il n'avait pas connu la guerre. Et, euh, et je pense que c'est une question qui l'aurait passionné. Évidemment, cette question politique. Quelle est la valeur de la loi? Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle loi parle-t-on? Est-ce qu'on lui met un L majuscule? Et là, dans ces cas-là, on parle forcément de loi naturelle, de loi universelle. Mais, mais la loi, en effet, elle interroge. Et elle est très, très profonde. Hein. Ce sont des questions très, très profondes qui sont posées derrière. Encore une fois, je pense que dans le contexte actuel, on ferait bien de réfléchir à savoir ce que c'est que la loi et bien comprendre en effet que loi, obligation, ce ne sont pas les mêmes choses. Et il faut faire très attention à ce qui se passe. Je ne dis pas du tout qu'on vit les mêmes choses. Hein. Oh là là, ce n'est pas du tout mon discours. En revanche, c'est à nous, en effet, d'être les mêmes quand il s'agit de poser des questions qui sont des questions de vérité. Pour moi, c'est un livre très moderne à ce sens-là. C'est-à-dire que je n'ai pas eu du tout le sentiment de lire un roman écrit par un historien. Ça ne ressemble pas du tout à tout ce que j'ai pu lire sur la résistance ou sur. J'en ai lu beaucoup puisque c'était ma formation à la base, l'histoire. Et du coup, ça en fait vraiment un livre à part, avec cette notion de détention, ces interrogations de jeune homme. On a l'impression qu'il devient un homme avec cette histoire de détention, en fait. Comment tu as réussi à savoir ce qui se passait dans les prisons à cette époque-là? Est-ce que c'est très précis ce qu'on trouve comme document? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je me suis beaucoup documenté donc, sur la période. J'ai lu quelques journaux de guerre, enfin vraiment des journaux qui sont des journaux références, dans lesquels j'ai pu trouver comme ça des descriptions assez précises des cellules sur la superficie, la hauteur des murs, la hauteur des plafonds, des couleurs aussi qu'on pouvait retrouver dans Des certains bestioles établissements. aussi. Il y a beaucoup de bestioles dans ça. Oui, mais ça faisait partie d'une anecdote que mon père avait racontée à ma mère où il disait mon plus grand traumatisme, mes grands moments de dépression, ça a été, il y en a trois en fait, ça a été la tuberculose, parce qu'il a eu la tuberculose à Noël 42, la vermine, pour lui ça a été une chose épouvantable à assumer, enfin à supporter. Et c'est quelque chose que j'ai relu dans d'autres journaux. Ça, en effet, la vermine, les poux, les puces, tout ça, c'est l'horreur. Et puis, troisième traumatisme pour lui aussi, c'était évidemment la mort de sa mère dans cette période. Oui, le fait d'être en prison pendant qu'elle meurt. Ouais. Et exactement, en 1944. Et donc, alors je ne sais plus quelle était, quelle était ta question. Comment tu as su comment étaient les prisons, comment ça fonctionnait, voilà. Oui, ben, par ces lectures, par ces différentes lectures, et ensuite, j'y suis allé un peu à l'instinct, en fait. J'y suis un petit peu allé à l'instinct, et je me suis dit, mais au fond, alors j'ai eu la chance dans ma vie de faire des retraites monastiques et des choses comme ça, donc en effet, le fait de se téléporter dans la solitude, de savoir ce que c'est qu'une petite cellule, de compter sur soi-même, c'est pas très compliqué en fait après de traduire par l'instinct des sensations réellement réelles d'enfermement. Ça, c'est pas très compliqué. Mais en revanche, voilà, il a fallu que je sois précis et ces descriptions, je les ai trouvées essentiellement notamment un journal de guerre d'Agnès Imbert, que je recommande absolument à tout le monde de lire, qui s'appelle Notre guerre.
c'est une super référence où elle explique en effet tout son emprisonnement, toute sa résistance, son emprisonnement, sa déportation. Agnès Steinberg qui a été une pionnière de la résistance et qui faisait partie du réseau du Musée de l'Homme. Ah, Voilà. oui, oui, oui. Gros réseau de résistance avec même le directeur du Musée de l'Homme d'ailleurs. Ouais, Est-ce et que Boris Vildé, et quelques figures incroyables. Ouais, ouais. Pardon, non, mais non, du coup j'ai perdu ma question, mais je suis désolé, excuse-moi. non, c'est pas grave. Est-ce que en écrivant ce livre, d'abord, ça a mis combien de temps d'abord cette écriture? Donc, alors, Que les recherches étaient à peu près 1 an et ensuite? voilà, étalé à peu près sur une année, donc prise de notes, beaucoup de prises de notes. Et une fois que le projet était lancé, enfin voilà, à un moment, je me suis dit, j'ai assez de matière. J'avais lu les lettres, et bien décortiqué certaines lettres. Je dirais 4 mois, à peu près. Mm. Ouais, à peu près 4 mois d'écriture. C'est venu, tout est venu tout seul, en fait. Le, Mm. le, Ce qu'on le... appelle être accompagné. Ouais, exactement. Je crois qu'on ne peut pas mieux le dire que ça, en effet. Et oui, c'est ça que je me demandais. Est-ce que tu as été tenté de retrouver des descendants, des compagnons de ton père? Alors, en fait, donc oui, parce qu'il y a un fait, peut-être qu'il faut raconter juste cette petite chose pour les auditeurs, mais il y a un fait assez incroyable, c'est-à-dire que après l'arrestation, donc 7 membres du réseau sont condamnés à mort, 2 sont exécutés quasiment dans la foulée. Et les 5 autres n'ont pas arrêté de se suivre, donc ils étaient encore à Fresnes avant d'être déportés vers l'Allemagne, où là, vers l'Allemagne, ils se sont suivis jusqu'à la libération. Donc entre Ils étaient 42, dans les mêmes prisons et à les côté, en mêmes fait. prisons, toujours les mêmes couloirs en fait. Donc ils ont été à l'isolement pendant 50 mois, quasiment à l'isolement, parce que considérés comme dangereux, terroristes, enfin bon. Mais en revanche, ils se sont suivis. Donc ça, c'est un fait. Donc il y a une amitié qui est née au fur et à mesure, puisqu'ils ne se connaissaient quasiment pas. Ils ne se connaissaient quasiment pas d'avant leur fait de résistance. Ils ont donc appris à se connaître de façon invisible, et puis parfois en vrai. Et donc, évidemment, ils sont restés amis à la mort jusqu'au bout. Malheureusement, il y en a un qui est mort en déportation, donc, comme je le disais tout à l'heure, Mhm. en même temps, quasiment à 2 jours près De la libération. de la mort, non, de la mère de mon Ah père. oui, de Mon la père a mère. perdu sa mère et puis dans la foulée cette amie qui était vraiment un pilier C'est un tout. moment de découragement, d'ailleurs, dans le livre. Voilà, oui, quand je disais parmi les moments de découragement, c'est la mort de sa mère associée à la mort de cet ami, bien évidemment. Mhm. Parmi donc les 4 restants, 2 sont morts la même année. L'un dans des circonstances très violentes, dans un accident de voiture. Il a eu la tête tranchée, ça a été épouvantable. Et il s'est retrouvé, donc sa femme s'est retrouvée paralysée. Enfin, et donc, elle ne pouvait plus supporter les enfants. Mon père avait même envisagé à un moment d'adopter les 3 enfants de cet ami. Donc, dans le livre, il s'appelle Georges Lastel. Enfin, c'est pas dans le livre, il s'appelait Georges Lastel, cet homme. Un autre qui s'appelle Papillon, lui aussi est décédé la même année d'un cancer. Il était usé par la vie, parce Mhm. que c'était évidemment des gens qui avaient vécu, ils ont tout vécu de façon prématurée. Donc, Bien sûr. à 25 ans, ils en paraissaient 50. Moi, mon père, le souvenir que quand je vois des photos de lui à 60 ans, D'ailleurs, est-ce qu'on il peut voir une il photo en de faisait lui? 85 ou 90 ans. C'était impressionnant. Alors oui, je pense qu'on peut Ouais. voir, mais je ne Quand sais même, on a envie de le voir, cet homme. mais oui, surtout que je ne lui ressemble absolument pas. Et Après nous avoir dit qu'il aurait fait comme lui, il nous explique qu'il ne lui ressemble pas du tout, voilà, physiquement. je lui ressemble moralement, mais pas du tout physiquement. Cet Voilà. homme est un mystère, faut le lire, il ne faut pas le voir. Ouais, je suis un peu désolé, pardon. Et donc, est-ce que tu as, et pour continuer la question que j'avais posée, est-ce que tu as été en relation avec
des fils ou des filles de ces autres Alors, pères? il y en a deux, donc deux malheureusement qui sont décédés l'année de ma naissance, en fait. Donc, c'est en 74, 75. Et il ne restait donc plus en survivant après ma naissance que mon père, évidemment, et un homme qui s'appelait Jean Poutier, qui est un grand résistant, que j'ai connu assez longtemps. Et en fait, j'ai connu ses enfants. Mais alors moi, je suis très jeune et même c'est assez troublant. C'est-à-dire que ce qui est assez troublant, c'est que je n'ai que 47 ans. Mon père, s'il était encore en vie, aurait aujourd'hui presque, presque 100 ans. En fait, il aurait 99 ans parce Mhm. qu'il m'a eu très tardivement. Donc moi, il y a eu un saut de génération en fait. Moi, je suis de la Oui, génération. Donc tous ces enfants-là, aujourd'hui, ont plutôt 70 ans. Donc, oui, d'accord. j'ai jamais été proche d'eux. En Mhm. revanche, il y a quelques années, une petite nièce de Jean Poutier. J'animais un blog sur le montage, parce que je fais du montage, je suis chef monteur, et j'animais un blog sur le montage, notamment le montage des bandes annonces, et puis je le faisais sous mon nom, et puis tout d'un coup, je reçois un message pour me dire, mais bonjour, je m'appelle Cécile Poutier, et je suis la petite nièce de Jean Poutier, est-ce que vous avez un rapport avec Charles Vergely? Je dis oui, oui, je suis son fils, et il me dit, c'est incroyable, parce que Charles Vergely, j'ai entendu parler de lui toute ma vie. Et, euh, et on s'est vu, on a eu un petit peu de contact, puis malheureusement, on n'a pas prolongé cette amitié. Et il y avait des anecdotes, il y avait des choses qu'elle t'a racontées ou pas du Ouais, tout? alors Ça n'a jamais été au programme d'interroger ses descendants. en anecdote pure, pas grand-chose, parce que moi, j'avais pas beaucoup d'anecdotes sur Poutier. Donc, j'avais celle de mon père avec lui, mais j'avais pas grand-chose à raconter. En revanche, ce qui est très drôle, c'est que je lui ai- on a décrit exactement le même personnage avec les mêmes traits de caractère. Et ça, c'était Mhm. assez drôle. Ah, il avait un côté, enfin, c'était un jusqu'au boutiste. Hein, Poutier, c'était un type, lui, pour le coup, qui n'avait pas peur d'appuyer sur la détente et qui allait au bout de ses actes. Donc, et ça, c'était assez drôle de partager ça. On partageait la même énergie quand on Mhm. parlait de lui. Oui. Alors justement, oui, la question, tu l'as évoquée, c'est ton premier roman et tu avais une autre vie que tu as toujours d'ailleurs. D'où viens-tu? Alors, d'où je viens, À part de ce père magnifique. et de cette mère aussi, magnifique, parce que ma mère a réussi aussi cette chose extraordinaire de nous faire comprendre à quel point elle a aimé cet homme. C'est-à-dire que nous, Mhm. on a Qu'elle grandi. rencontre après sa libération, qu'elle ne connaît pas, puisqu'il est Ah très oui, très oui, jeune. en 63, ouais, en 1963, parce que ma mère, pour le coup, 17 ans, avait 17 ans de moins que mon père. Ma mère est encore en vie, elle est en pleine forme d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce trait de caractère-là, je pense qu'elle fait partie, elle a complètement hérité de ce trait de caractère de mon père, qui est en effet une espèce de vaillance et d'indestructibilité et d'une espèce d'invincibilité et d'amour de la vie, un amour profond de la vie. Ouais, ça, c'est Qu'est-ce qu'elle a pensé du livre? ma mère. Mhm. Ma mère, elle est. Hmm, alors, dans le désordre, émue, profondément touchée, elle m'a dit, tu as écrit exactement ce que ton père aurait pu écrire, ton livre est juste. Dans le désordre, oui, elle est fière de moi, elle me dit, mais quel accomplissement. Elle me dit, c'est très étonnant parce qu'on a l'impression parfois que tu as accouché de ton père. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, Mhm. mais elle l'a compris instantanément. J'avais peur un peu au début qu'elle me dise, oh ouais, mais tu t'appropries quand même, tu personnalises vachement ces histoires. Et pas du Ouais. tout, du tout. Elle a compris toute la démarche, elle a compris le livre de l'intérieur. Donc voilà, je pense que j'ai à peu Euh, près tout dit là-dessus. Je vais te poser une question d'éditeur. Est-ce que tu es l'homme d'un livre ou est-ce que ce livre t'a donné envie d'en faire d'autres? Bah ça, alors ça, c'est pas à moi de le déterminer. Le fait d'être l'homme d'un livre, ça, j'en sais rien. Pour l'instant, oui. Mhm. En revanche, oui, j'ai 5 6 projets en tête.
Et donc, De tu as un roman, là qui... Comment? de roman, d'essai. D'une certaine façon, Pas sûr. oui, non, non, pas d'essai. Non, 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 ça, je laisse ça à mon frère qui fait ça très bien. Mon frère est philosophe par ailleurs, Il donc s'appelle Bertrand Vergely. il s'appelle Bertrand Je vous Vergely. engage à lire ses livres. Ah ben, bah, c'est gentil pour lui. Non, non, ça part à lui. Non, non, pour moi, ça serait. Oui, oui, le roman permet justement de naviguer, naviguer dans des zones, de remonter un peu le temps parfois. Et pour l'instant, je m'attaque à ça. Et j'explore un peu toute la richesse familiale, toute ma richesse familiale. Donc, ça répond un petit peu aussi à d'où viens-tu? C'est-à-dire que dans ma famille, j'ai la chance de ne pas avoir qu'un destin exceptionnel comme celui de mon père, qui définit aussi, en tout cas qui me donne envie de m'intéresser aux gens qui m'ont précédé. Et donc, je vais écrire un petit peu là-dessus et m'attaquer à des thèmes forts. Le prochain, ça va être sur la peur. Mm. Voilà, la peur. J'en ai un autre sur le mensonge, mais moins que sur le mensonge, d'ailleurs, ce serait plus sur la vérité. Donc oui, il y a D'accord. des grands thèmes philosophiques, Ouais, et effectivement. alors, il faut quand même dire que moi, je t'ai connu quand tu étais monteur à la télévision. Et donc, tu faisais aussi beaucoup de montage de bandes-annonces. Donc, on flirte quand même beaucoup avec les histoires dans cette chose-là. Et avec l'imaginaire. Parce que Ben, le montage, c'est quand même une source d'imaginaire euh, multiple. mais en fait, je m'attendais, j'avais imaginé ta première question en me disant oui, le monde qui reste, parle-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et c'est très sympa que tu évoques un peu notre passé, parce que, bah, en effet, on se connaît depuis une quinzaine d'années avec Frédéric, et même si on s'est peu vu, ça On a s'est été... peu vu et je dirais que ce n'est pas du tout ce qui a déterminé le fait que... Ça a déterminé le fait que je te lise, mais ça n'a pas déterminé le fait qu'on t'invite. On t'a Non, invité parce que ce livre est vraiment formidable. voilà, Et et il faut j'aurais été même très préciser. embarrassée d'interroger un ami qui a fait un livre médiocre. Bah, c'est gentil, mais et il faut même dire, non, mais il faut même expliquer que tu m'as rappelé parce qu'on ne s'était pas vu depuis Absolument. 12 ans à peu près, Ouais. et tu m'as rappelé à cette occasion. Et je voulais juste, donc en bon faiseur d'histoire que je suis, que le dernier souvenir que j'ai de toi, il est quand même extraordinaire. Et c'est un peu ça pour moi, le monde qui reste. C'est tout d'un coup ce souvenir de choses, à mon avis, que tu as peut-être toi oublié. Mais on travaillait ensemble, j'avais crevé à vélo. Et tu m'as gentiment raccompagné chez moi, je me souviens, en m'embarquant dans une espèce de voiture improbable, une espèce de Volvo, dans un état absolument dingue. Et j'avais embarqué mon vélo, il y avait une vie dans cette voiture et on avait passé un moment, on s'était marré pendant 1 heure, c'était n'importe quoi. Voilà, et c'est ce souvenir que j'ai. Une voiture, tant que ça roule, qu'il y a de la musique et du chauffage, le reste. Non, mais moi, c'était pas si chauffé que ça d'ailleurs, mais c'était voilà, et c'est le souvenir que j'ai de toi et je me suis dit, mais voilà, ça résume assez bien nos retrouvailles. Voilà. Alors, Nathalie est revenue avec des questions, Oui, j'imagine. C'est peut-être oui, elle qui m'a demandé le monde qui reste, je crois. mais je voudrais quand même qu'on le voit, ce livre. Alors, je Ah, vais mais le carrément, partager. Voilà, le monde qui reste. Vous le voyez bien, là? Oui, c'est bon. c'est parfait. Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter quand même l'aspect littéraire. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une grande qualité. Et moi, c'est ce qui me plaît dans les premiers romans. Il y a quand même une performance dans la description et des odeurs. Et il y a une phrase qui m'a frappée, c'est « ça sent fort la tristesse ». C'est quand même dingue. Il est un peu olfactif aussi, parce que quand on est dans la cellule avec ton père, on l'est indirectement, mais finalement, on a l'impression de Oui. traverser, d'être aussi un petit peu dans un coin de cellule. Et ça, c'est quand même une performance que je voudrais souligner. On a eu des auteurs qu'on a reçus qui ont incarné, tout le monde va comprendre de qui je parle, son père. Mais toi, tu le fais aussi très brillamment. Et je voudrais vraiment souligner l'aspect littéraire et le poids littéraire qu'il y a dans ce livre. Et j'aimerais bien que les spectateurs qui nous regardent aillent en librairie. Et d'ailleurs, il y a eu un commentaire. Le premier commentaire, c'est Valérie qui dit qu'elle a bien envie d'aller l'acheter et le lire. Ben, je lui conseille vivement d'aller en librairie demain matin, se le procurer. Donc, Merci Valérie et merci Nathalie pour ton donc commentaire. il y a une première question qui vient de Claude, et Claude qui est une habituée des rencontres, qui demande: avez-vous souhaité transmettre aux jeunes générations l'expérience d'un prisonnier tel que votre père?
La question me dépasse. Est-ce que c'est... J'aimerais en tout cas, bien évidemment que j'aimerais que ce livre puisse passer entre les mains de jeunes gens, juste pour une chose, non pas pour moi, hein, c'est pas du tout à titre personnel, mais juste pour une chose, c'est bien rappeler qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais vraiment qu'on ait ça en tête. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bien évidemment que dans la gestion du quotidien, on a tous des problèmes et parfois des vies très lourdes à gérer. Et les soucis, parfois on peut être vraiment submergé. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est vraiment quand on place la réflexion et le regard qu'on porte sur la vie en général et sur les événements en particulier et les événements que nous sommes en train de vivre, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, mais tout va bien. Vraiment, vraiment. Et après, tu peux me demander pourquoi tu en es aussi assuré. Parce que mon père a survécu. Parce que mon père a vécu. Et la vraie question, c'est pourquoi il a vécu. C'est pas par amour de la vie. C'est par respect de la vie. Ça va plus loin que ça. Il y a un énorme respect. Il respectait tout le principe de ce qui l'animait et de tout ce qui était vivant autour de lui. Et quand on regarde, mais notre vie, elle est totalement animée par tout ça. Donc, tout va bien autour de nous. Ne nous inquiétons pas. Alors, bien évidemment, on est emmerdé au quotidien par 1000 questions et depuis 1 an et demi, ça n'arrête pas. On ne parle que de choses. D'ailleurs, ton titre est très actuel, Le monde qui reste. On pourrait aussi se poser la question, il a des entrées multiples. Hein. Ouais. Et en effet, il a C'est des beau, entrées. très beau. Oui, on peut. Il est Oui. venu tout de suite? En fait, il est venu en 3 temps. Le premier, c'est que j'avais d'abord une phrase de Saint Paul en tête qui s'appelait Le bon combat. Mais je trouve que musicalement, ça passait pas. Le bon combat. Ouais, puis c'est un petit côté moraliste et désuet, le bon combat. Voilà, ouais, je suis assez, ouais, complètement. Mais j'aimais bien, j'ai exploré d'abord cette idée. Mais en effet, puis en absolu, on est un peu, ouais, moraliste, un peu militaire aussi. Enfin voilà, Après, j'avais pensé tout de suite à Ami entends-tu parce que mon père chantait tous les Noëls, il chantait le chant des partisans. Et en fait, ça aurait été totalement anachronique puisque le chant des partisans a été écrit qu'en 43. Donc, voilà, j'ai tout de suite abandonné cette piste. Mais en revanche, ce qu'on peut voir sur le bandeau Ami entends-tu, c'est une suggestion qui a été faite par mon éditrice intuitivement. Elle dit voilà, Louise Dormesson. oui, exactement, et qui intuitivement m'a fait cette proposition en me disant qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit mais c'est incroyable parce que ça a été le titre que j'ai envisagé. Et puis après, ensuite, Le monde qui reste est venu un petit peu en cours d'écriture. À un moment, je pose la question, que reste-t-il du monde? Et puis, j'ai renversé cette question en me disant, bon, je vais l'affirmer en fait. Et puis, c'est devenu Le monde qui reste. Je suis vite allé taper sur Google pour voir si le titre n'existait pas. Et j'ai vu que c'était une citation qu'on retrouve chez Diderot. Et puis voilà. Il y a des très beaux moments d'ailleurs sur le moment de la libération, sur la possibilité de la vengeance ou pas. C'est un moment extrêmement beau, cette façon d'être effaré, que tout recommence, quoi, que tout d'un coup les geôliers deviennent les prisonniers. Pour la petite anecdote, mon livre, je le terminais sur ce que tu as mentionné, fête de gracier. Voilà, bon, je ne veux pas en dire plus. Les lecteurs comprendront. Et ça se terminait là-dessus, plus ensuite, avec effectivement le jour du départ vers la France, et puis suivi de l'épilogue, il y a un petit épilogue. Et l'année dernière, à Noël, mon frère Bertrand, le philosophe, m'a dit, mais il y a une histoire que tu ne connais pas, et je vais te la raconter. C'est qu'au moment de la libération, donc notre père est sorti et il a commencé à marcher vers la gare. Et en marchant, il a commencé à regarder autour de lui et il n'a vu qu'une ville détruite. Il n'y avait plus rien.
Et, et en fait, il est retourné dans l'autre sens et puis il est reparti dans sa cellule. Il s'y est enfermé 10 jours. Et en fait, quand il m'a dit ça, je n'en revenais pas parce que c'était ça, en résonance en plus avec le titre dont on parlait à l'instant. Je me suis dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il est sorti, il restait rien du monde et au fond, rien ne lui donnait envie d'y retourner. Il s'est dit, mais tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Il n'était pas prêt en fait à recevoir cette espèce de déception qu'il attendait parce que c'est ça aussi. Au fond, derrière, on m'a posé récemment la question, on m'a dit, mais pourquoi très souvent ces hommes, après, vivent à 200 à l'heure? Pourquoi ils meurent jeunes? Pourquoi ils... Mon père fumait comme un pompier, fumait 5 paquets de cigarettes par jour, il brûlait la vie. Et il disait, mais en fait, ils ont vécu quelque chose de tellement intense que tout les a déçus derrière. Tout les a déçus. Le projet de reconstruction de la France, l'Europe, on peut parler de ces choses-là aussi. Tout ça les décevait. Ils disaient, mais c'est pas là-dedans qu'on va trouver des solutions, c'est pas là-dedans qu'on va redonner du dynamisme et, euh, et réenseigner en fait le savoir, la connaissance à, à tout ce qu'on a perdu pendant ces années d'ignorance. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de symbolique, y compris avec la photo de la couverture, avec le symbole de la cigarette, de la dernière cigarette. Enfin, vous verrez, on vous laisse découvrir, hein, on n'en dit pas plus. Alors, la dernière question, avant de poser une question de recommandation de lecture à Pierre, plusieurs personnes ont posé la question, est-ce que c'était important pour toi de te lancer en littérature par l'histoire de ton père? Alors, en fait, voilà, Frédéric est là. Frédéric est écrivain. On parlait de ma femme tout à l'heure qui est écrivain. J'ai mon frère qui, autour de moi, est vraiment philosophe et il a écrit une somme incroyable. Moi, je ne peux pas me définir comme un écrivain. J'écrirai des livres tant que j'aurai quelque chose à dire. Pour moi, j'aborde la littérature ou j'aborde ce que j'ai en tête, là, les projets que j'ai en tête, je les aborde à chaque fois comme des manifestes dans lesquels je vais faire passer en effet un certain nombre de... Voilà, je vais essayer de passer un relais de réflexion, un relais personnel ça me permet d'être contemporain de ma vie et de ne pas être à côté de mes pompes, en fait, tout simplement, et de bien voir et de bien transmettre ce qu'on m'a transmis. Je le fais pour ma fille, je le fais pour mon filleul, je le fais pour ma mère. Donc c'est génial parce que ça me permet de traverser comme ça des générations. Après, de dire, est-ce que ça me permet de me révéler moi en tant qu'écrivain un écrivain, à mon sens, hein, évidemment qu'on peut en discuter, mais n'a de valeur que parce qu'il a, je pense, aussi des gens qui le lisent. Et c'est un peu banal ce que je dis, donc c'est voilà, je pense que ce qui fait la force de la littérature, c'est surtout ce qui lui survit, en fait. Et ce qui lui survit, c'est ce qu'on en fait. Ce sont les lecteurs qui avancent avec des livres. Et voilà, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Donc, mais en tout cas, ouais, j'ai quelques livres à écrire, ça c'est évident. Ouais. Parfait. Alors, est-ce que maintenant tu peux recommander un livre à nos amis lecteurs qui nous regardent? Ah, mais ça, c'est une question horrible parce que Mais non. quand on voit voilà, ce qui est derrière moi, c'est juste, il y a derrière chaque livre qui est là, il y a une interrogation, il y a des questions. Un seul. Attention, il faut bien le choisir. Hein. Non, mais je vais être roublard sur ce coup-là parce que je vais dire, j'aurais pu vous parler de Résurrection de Tolstoï, j'aurais pu vous parler de La peur de Gabriel Chevalier, de L'homme révolté de Camus, j'aurais pu parler aussi de Sang-froid de Truman Capote, incroyable. Voilà ce que c'est que La descente aux enfers aussi. Ça, c'est vachement important. Et un livre d'une puissance incroyable. Mais en fait, j'ai bien réfléchi à cette question et je me suis dit, moi, je recommande aux gens de relire les évangiles. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est super, super intéressant dans les évangiles. Et ça nous permet de bien nous définir dans notre condition humaine, à nous, et de façon profonde. Les évangiles, c'est très amusant à lire parce que, en fait, c'est la position d'un homme qui est pris en tension, qui est pris en tension entre deux pouvoirs qui se détestent.
qui sont roms d'un côté et qui sont les Hébreux de l'autre, enfin donc les Juifs de l'autre. Voilà. Et il y a le pouvoir tyrannique et il y a le pouvoir de la loi. Et que se passe-t-il? Il y a une alliance sacrée qui se fait entre ces deux pouvoirs qui ne se supportent pas, un qui soumet et l'autre qui est en résistance contre son oppresseur. Ces deux pouvoirs trouvent le moyen de s'allier contre un homme qui dit « je suis la vérité ». Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, le but de cette alliance, il est horrible. C'est-à-dire qu'on voit la formation de la meute, et le but, c'est pas, bien sûr, c'est de tuer cet homme, mais c'est d'aller plus loin, c'est de le piéger, et de façon constante. Et quand on commence à lire les choses de cette façon, on commence à lire entre les lignes, et on se dit comment on évite le piège. Et il y a cette phrase absolument incroyable à un moment dans les évangiles où on dit voilà, mais quelle loi doit-on respecter? Et il dit c'est une loi qui ne s'écrit pas, qui ne s'écrit pas. Et là, il écrit quelque chose dans le sable et ensuite il l'efface. Et bien c'est ça. Et je trouve que ça donne une définition absolue de la littérature d'une façon générale, c'est-à-dire que je ne peux pas donner un conseil comme ça, voilà, il y a les livres que j'ai cités qui sont des monuments, mais, oui, je les remettrai en référence. mais je trouve que quand on commence à comprendre, à lire les évangiles de cette façon, dans ce point de tension, et on se place, nous lecteurs, dans la position de celui qui subit, eh bien, dans ce cas-là, on peut réenvisager toutes nos lectures et les aborder de cette façon en se disant, voilà, où se trouve le point de tension, où se trouve le piège, où se trouve la question qu'on me pose, dans laquelle on veut me voir me casser la gueule. Et on réenvisage toutes les œuvres qu'on a lues en se disant « Waouh, mais tout ça, ça a une portée inouïe ». Parce que je pense que c'est ce derrière quoi courent tous les grands auteurs. Dostoïevski a passé sa vie à courir derrière ça. Et d'ailleurs, il n'a pas couru, il a mené sa vie à travers ces questions. Par exemple, je citais Tolstoï à l'instant, Bernanos, Camus, et voilà. Et donc, je donnerais ce conseil. C'est un très bon conseil, Pierre, un très bon conseil. Moi, je vous conseille d'aller en librairie demain. Mon conseil, c'est Le Monde qui reste, donc de Pierre Vergely, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Un grand merci, Pierre, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Frédéric, pour la discussion. Nous, on se retrouve le 1er décembre avec le lauréat 2021 du prix France-Québec, qui est Tristan Malavoie. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée et à très bientôt. Allez en librairie chercher le livre de Pierre. Au revoir.